La seconde partie de notre édition spéciale consacrée aux attentats de Paris à 3 semaines des élections régionales, à 1 an et demi de la présidentielle. Pas d'union nationale, on peut le dire. Les partis politiques critiquent les mesures prises. Soit elles ne vont pas assez loin pour certains, ou elles vont trop loin pour d'autres. Nicolas Bay du Front National, est-ce que le Front National va voter pour cette modification, en faveur de cette modification constitutionnelle? On va attendre de voir ce qu'il y a exactement dans cette modification constitutionnelle. Encore une fois, c'est un cadre juridique, c'est comme l'état d'urgence, d'une façon générale. C'est un cadre juridique, reste ensuite à mettre en œuvre une vraie volonté des décisions politiques et des moyens qui vont avec. Donc moi, je suis prudent sur cette affaire-là, mais j'aurais tendance à dire que c'est un aspect un peu secondaire. Je crois que l'essentiel, c'est de bien définir quels sont les axes pour protéger les Français, pour assurer la sécurité des Français. Et je vois deux manquements très important dans le discours d'hier du président de la République et dans la politique qui est engagée par le gouvernement, c'est la question des frontières. On se limite à quelques contrôles aléatoires aux frontières et encore même pas toutes les frontières. C'est-à-dire qu'on n'a pas une véritable maîtrise de nos frontières nationales et il n'y a plus de frontières européennes. Tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas de frontières sud de l'Europe, que ce sont des passoires, que Frontex n'a pas les moyens d'assurer la maîtrise de ses frontières. L'Union européenne est résignée dans ce domaine, annonce 3 millions d'entrées à échéance de 2017, c'est-à-dire en 1 an et demi. Et puis le deuxième volet, c'est la lutte effective contre l'islamisme radical qui se développe en France avec la complicité des pouvoirs publics, l'UOIF qui aujourd'hui est financé par les collectivités territoriales comme M. Estrosi à Nice, comme M. Juppé à Bordeaux. C'est cet islamisme qui prospère parce que l'État cède, parce que les collectivités territoriales cèdent systématiquement à leurs exigences et à leurs revendications, et c'est ce qui génère la radicalisation, c'est ce qui fait qu'en toute impunité, des imams radicaux circulent sur notre sol, prêchent dans des mosquées qui elles-mêmes ne font l'objet d'aucun contrôle. Et sur ce sujet-là, précis, qui est directement à la source des actes terroristes sur notre sol, eh bien, le gouvernement est très en retrait et on n'a aucune annonce significative. Philippe Doucet, justement, sur la lutte contre l'islam radical en France et la fermeture de ces mosquées salafistes. Tout ça est extrêmement. Et c'est pas seulement les salafistes, parce qu'on a tendance à faire un peu cette distinction entre les organisations islamistes, exactement comme certains veulent faire la distinction entre l'État islamique et Al-Nosra en Syrie. On a un peu le même écueil en France. On fait une distinction entre l'UOIF et les salafistes, alors que ce sont des concurrents, mais au service de la même idéologie. D'accord, tous ceux qui sont dans une logique de radicalité par rapport à ça, tout ce monde-là est très suivi. La difficulté, quand vous prenez ceux qui sont, tout ce qui s'est passé, y compris le 11 janvier et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes hommes perdus qui ont basculé d'abord dans la délinquance, le trafic, etc. Et puis, en prison, ils se radicalisent. Et donc, ils sont pas... Pas tous sont passés par là. Non, mais une partie d'entre eux est passée par là. Et donc, du coup, ça bascule dans cette affaire-là. Donc, ce travail-là est compliqué parce que comment vous distinguez qu'un Français de confession musulmane, lambda, et son voisin, le même, qui à un moment donné bascule, c'est une frontière quasiment psychique qui est compliquée à percevoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément par rapport à ça, sur l'histoire des frontières, oui, on va avoir un saut, mais ça, c'est une différence majeure. Moi, je ne suis pas... Et même en 1940, la ligne Maginot, ça n'a rien arrêté. Donc il faut aujourd'hui se dire qu'on est dans une logique de on accepte 3 millions d'immigrés. C'est pas ce que je dis, mais moi je suis pour qu'à un moment donné, on ait des vraies frontières européennes et qu'on ait Schengen 2 et qu'on mette les moyens sur Frontex. Excusez-moi, mais là je vous arrête là-dessus. Allez, Nicolas Bay, répondez à Philippe Doucet, je vous donne la parole. Mais là-dessus, vous savez très bien qu'il manque... Attendez, vous savez qu'il manque une volonté politique. Mais il n'y a pas de volonté politique. L'Union européenne... cette logique de crise. Écoutez, l'Union européenne par le haut. est basée sur... Excusez-moi, mais l'Union européenne... Allez, s'il vous plaît. On aura le débat sur les frontières européennes, parce que ce sujet-là, il est posé partout, mais derrière, vous n'aurez plus de ligne Maginot. C'est pas à Vintimille que ça s'arrête, et c'est pas avec la ligne Maginot. Il n'y a aucune frontière ni nationale ni européenne. européenne. Un mot, Nicolas Bay, je donne la parole à Daniel Simonet. L'Union européenne repose sur un grand dogme, qui est la fameuse libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. À l'intérieur de l'Union européenne, pas ouvert à tout le monde. Mais vous savez très bien qu'il n'y a aucun contrôle, aucune volonté politique, ce n'est pas vrai, ni de la Commission, ni de la Commission. Allez, Daniel Simonet, Philippe Doucet, Nicolas Bay, on est élégant, on donne la parole à Daniel Simonet. Sur la question justement des frontières. J'aimerais justement réagir. D'abord, prenons conscience, et j'en appelle vraiment à tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent, qu'il n'y ait aucun amalgame qui soit fait entre ces assassins scandaleux et
l'écrasante majorité de nos concitoyens et concitoyens, qu'ils soient de confession musulmane réelle ou supposée. Il y a une ambiance de racisme anti-musulman dans ce pays et qui est attisée par l'extrême droite de façon insupportable et c'est cet angélisme et ce qui m'inquiète beaucoup. Qui crée vous avez parlé très longuement, monsieur. Allez, Vous Daniel avez parlé Simonet. très longuement. Allez, Daniel C'est Simonet. l'angélisme judiciaire, par exemple. Allez, Nicolas Bay, s'il vous plaît. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand on entend les mesures, justement, de M. Hollande et de M. Valls, notamment sur la déchéance de la nationalité, c'est qu'on est en train de basculer, finalement, dans la lupénisation des esprits. La déchéance de la nationalité, notamment pour les Français, nés français, mais binationaux, ne servira en rien à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'on expulse après en le territoire rien. national. Par contre, mais non, alors vous expulsez. Donc, vous renvoyez, vous allez par exemple renvoyer, vous croyez que vous luttez contre le terrorisme en renvoyant par exemple quelqu'un on s'entend dans un camp d'entraînement. On ne s'entend plus. On te laisse terminer, Daniel Simonet. On ne s'entend Je préfère plus. que les condamnés purgent leur peine en France. Plutôt. Il ne les purge pas. Bien sûr, il les purge pas. Eh bien, qu'il les purge. Qu'on Jusqu'à fasse en 5 sorte ans, que l'état de jusqu'à droit 5 ans, soit avec restauré dépôt. et que Alors qu'il faut qu'ils purgent leur peine. à l'état régalien de pouvoir faire appliquer la loi. Mais n'introduisons pas différentes catégories de citoyens. Notre peuple, et ce qui fait qu'on est français, c'est la carte d'identité française, point barre. Notre peuple est un et indivisible. N'instaurons pas des catégories et des sous-catégories. Et par contre, pour garantir la sûreté de nos concitoyens et concitoyennes, arrêtons l'illusion du renseignement 2.0. Ce qu'il nous faut, c'est enfin des moyens humains pour le renseignement. Et il n'y a pas que le parti de gauche, le front de gauche qui le disent. Écoutez, Marc Trévidic, qui est l'ancien juge antiterroriste, ne cesse de le dire, ne cesse de nous alerter là-dessus, ne cesse de dire que l'ensemble des lois antiterroristes suffisent bien et qu'on n'a pas besoin. Et c'est le syndicat de la magistrature, à juste titre, qui nous alerte sur la défense. Très à gauche, le syndicat de la magistrature. De nos libertés. Allez, pas des situations d'état d'exception. On vous a bien entendu. De façon permanente dans ce pays. Il n'y a pas de d'état d'exception. C'est Et le- le fantasme on ne qu'on est tripote patriarcat. pas la on Constitution s'entend sans plus. en référer Il y a un au sujet. On ne s'entend plus. C'est le laxisme judiciaire. Alors, Il faut justement, pas rien on a du vu tout. quand même. Allez, dans le Il y aura les profil- s'il vous députés, plaît, les dans le- s'il vous plaît. qui se passent. Excusez-moi, On ne mais- change pas la Constitution. Dans sans le- en C'est la référer au cacophonie peuple. totale. Bien. S'il Eh vous ben, plaît, nous, on est des nos représentants du téléspectateurs, peuple. On est des représentants les du peuple. téléspectateurs C'est ne nous logique suivent pour plus jadis là. de dire qu'on Ils n'était sont pas des partis. représentants du peuple. C'est Brigitte Custer, insupportable. Laxisme Brigitte Custer. judiciaire. Attendez, mais Le laxisme Brigitte, judiciaire. Nicolas Bay, Regardez. Vous êtes républicain, monsieur. Nicolas Bay, Mais ça on dirait suffit. que- C'est être tous des républicain que de multi-condamnés. considérer qu'une constitution Daniel ne peut pas se Simonet, s'il vous changer plaît. sans assemblée Daniel constituante. Simonet, s'il vous plaît. Merci. Plus personne nous entend. c'est juste Donc insupportable. maintenant, c'est insupportable pour nous et insupportable pour les téléspectateurs. insupportable. Brigitte Custer, Brigitte C'est- Custer, Oui. c'est à vous Oui. maintenant. On va parler justement du laxisme supposé, laxisme judiciaire qu'évoquait d'ailleurs d'une certaine manière aussi Daniel Simonet, lorsque vous dites qu'il faut que les condamnés fassent leur peine. Est-ce que là, il y a eu un problème aussi d'un point de vue, c'est quand même ce que vous avez dit Non, tout à c'est l'heure. pas du tout ce que j'ai dit. C'est la phrase que vous avez Mais dite. écoute- Est-ce qu'il y a un problème d'un point de vue pénal, par Bien exemple? sûr. Est-ce que la loi Taubira, est-ce que c'était une erreur? Et on sait d'ailleurs qu'il y avait une fracture aussi avec Manuel Valls, qui ne suivait pas véritablement Christiane Taubira là-dessus, notamment sur les peines planchées concernant les récidivistes. qu'il y a un- Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? C'est quelque chose que nous avons évidemment depuis de nombreux mois dénoncé sur le laxisme de la politique pénale, où vous n'êtes plus, qui a supprimé les peines planchées, vous n'êtes plus obligé d'appliquer les peines lorsque c'est en dessous maintenant de 5 ans. Nous demandons que ce soit réduit à 6 mois et que les peines soient exécutées. Pour l'instant, tous les signaux qui sont envoyés sont des signaux absolument négatifs à la société concernant la pénalisation. Et lorsqu'on parlait justement du juge Trévidic à l'instant, il a bien rappelé d'ailleurs l'autre jour qu'on avait laissé grossir le monstre depuis 3 ans. Depuis 3 ans, parce que donc on ne peut pas dire qu'il soit en effet proche de nous. Il y a une situation en France dont on n'a pas pris la mesure depuis un moment. Donc puisqu'on en est sur une situation où on est au lendemain d'attentats, donc on va peut-être juste se poser et arrêter de se renvoyer la balle sur les uns et les autres, mais dire quand même que depuis 3 ans où la situation est ce qu'elle est, avec Daesh qui a explosé, qui est partout présent, on en est, je crois, maintenant à 11 attentats sur le sol français entre ceux qui ont eu
eu lieu, ceux qui ont été déjoués, où on est dans une situation d'extrême urgence, où on a les uns et les autres fait des propositions, où le président de la République enfin commence à écouter. Donc regardons ce qu'il en est, mais que le volet qu'il manque, en effet, hier au discours du président de la République, non seulement c'était le volet migratoire et en effet la politique européenne qui est en dessous de tout sur cela, mais il y avait le volet pénal. Et ce volet pénal, à l'heure actuelle, nous n'avons pas... Les quotas de migrants, ils ont été votés par vos... Allez, Brigitte Custer, s'il vous plaît. Insupportable. Non, Vraiment, je vous réponds, c'est un débat. Hein. Non, je peux pas faire des longs tunnels comme ça. Hein. Bon, Brigitte Custer, vous pouvez terminer. En question de tunnel, vous y entendez très bien. Donc je veux juste dire que c'était l'autre volet qui manquait hier et qu'on ne peut pas se L'aspect pénal. satisfaire de... Sur l'aspect, sur le laxisme pénal, je sais que vous êtes approche de Manuel Valls, Philippe Doucet, qui a quand même une ligne plus ferme quand même. On le dit. Mais la ligne plus ferme, moi, je n'ai pas de problème sur une ligne plus ferme sur un certain nombre de choses. Mais tant qu'on n'a pas voté... Est-ce qu'il n'y a pas eu un laxisme d'un point de vue pénal? Derrière aujourd'hui, il y a quelque chose que les Français, et même l'ensemble des hommes politiques et femmes politiques ici, même les journalistes ont du mal à comprendre. La justice, c'est un pouvoir indépendant. Donc, il n'y a pas ni François Hollande, ni Manuel Valls, ni Christiane Taubira qui paye le Jules XY pour lui dire « Toi, lui, il prend 5 ans, lui, pourquoi ça peut marcher l'histoire des peines planchées ?» Mais même, ça ne fonctionnait pas, l'histoire des peines planchées, parce que les parquets et les juges n'étaient pas d'accord par rapport à ça. Donc, du coup, aujourd'hui... On peut vouloir durcir un certain nombre d'éléments, mais derrière les difficultés, c'est toujours le problème des travaux pratiques dans ce pays. Il manque des places en prison. 20 000 places. Bien, et donc, qu'en 10 ans, les avez-vous construits? Vous voyez, c'est toujours pareil, on entend, mais ce n'est pas vrai. On est dans un retard. En plus, les places qui existent, on est dans des prisons, vous allez au Beaumet, tout ça est dans un état absolument lamentable. Pendant des années, et on prend notre part, moi j'ai pas de problème par rapport à ça, derrière, on n'a pas créé le nombre de places de prison suffisantes par rapport à ça. Donc le problème n'est pas simplement de condamner les gens, il faut qu'il y ait des places dans les prisons qui sont aujourd'hui suroccupées et tout. Donc, bien, donc moi, je n'ai pas de difficulté, y compris s'il y a des mesures, s'il y a des réformes. Moi, par exemple, je suis pour que, sur la délinquance des mineurs, on change un certain nombre de choses, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on laisse des jeunes dériver et avoir des dossiers épais comme ça, et le jour où ils ont 18 ans, là, effectivement, ils prennent des condamnations extrêmement lourdes, mais ils sont déjà partis en dérive. Bien, ça, c'est une chose. Donc, derrière, je crois qu'aujourd'hui, les mesures sont fortes, mais derrière, il n'y a pas de baguette magique quand vous avez un phénomène compliqué de cette ampleur-là, qui touche... d'ailleurs l'ensemble des pays européens, parce qu'il n'y a pas que des Français qui sont en Syrie, et on a la situation internationale. Et je voudrais quand même pouvoir dire un mot sur l'histoire, parce que je n'ai pas réagi sur l'histoire de la Syrie. Oui, ça c'est important, mais je pense que je voulais en parler maintenant. Oui, parce que là, je trouve ça quand même un peu fort de café. Moi, je vais vous le dire, voilà, moi, Bachar el-Assad, c'est pas un copain. Voilà. Non, mais attendez. Et Vladimir Poutine non plus. Parce que moi, je suis désolé, mais l'Ukraine, c'est un pays indépendant. Donc, quand on parle de la Constitution, respecter le peuple, mais que le peuple ukrainien, eh bien, quand il y a des troupes pseudo-russes qui envahissent l'Ukraine, et la Crimée, dont l'Ukraine, ça n'émeut personne. Ça, tout le monde trouve ça normal. Donc, la logique démocratique à double vitesse, ça me plaît pas. Premièrement. Deuxièmement, sur la Syrie. Oui, moi, je crois en révolution arabe. Et ce qui s'est passé en Tunisie, c'est quelque chose de remarquable. Et quand nos amis syriens, oui, par rapport à la situation d'avant, et pour le moment, j'étais 2 fois là-bas dans le oui, mais d'accord, mais en attendant, ok, c'est peut-être un parcours compliqué. Très fragile là-bas. Oui, c'est fragile, mais je préfère une démocratie fragile à une dictature. Moi, vous voyez, ça, c'est une différence. Bon, eh bien, et derrière, en Syrie, finalement, ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est quand Barack Obama n'a pas voulu suivre le président de la République pour intervenir en Syrie, pour faire tomber Bachar el-Assad, à l'époque, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, tout le monde se découvre un amour pour Vladimir Poutine, la Russie. On vient me parler de démocratie et on soutient Vladimir Poutine. Alors, peut-être que la politique réaliste, on va peut-être y venir, malheureusement. Mais oui, nous... Non, mais il faut accepter, Daniel Simonet, que chacun ait des opinions différentes et on laisse parler les gens. Voilà, donc il y a l'armée syrienne libre qui se bat, et je pense que c'est respectable. Et l'Ukraine, derrière, c'est un pays démocratique qui a des élections, et aussi ça se respecte, et on ne laisse pas des gens se faire envahir comme ça par rapport à ça. Et donc, derrière, l'Europe, c'est aussi une logique démocratique que Vladimir Poutine ne respecte pas, et c'est bien. Mais aujourd'hui, on s'allie avec lui parce qu'on n'a plus le choix. Oui, c'est la réelle politique. Le droit de l'homisme, c'est fini. C'est fini le droit de l'homisme. C'est pas du droit de l'homisme, parce qu'on n'en est pas là, malheureusement. C'était du droit de l'homisme. C'était du droit de l'homisme et tu devrais la réelle politique. Allez, Daniel Simonet, justement, sur cette inflexion de la politique française à l'étranger. Si je peux en placer une, il faut qu'on arrête de vouloir jouer les gendarmes du monde et à se mettre à déstabiliser des régions entières, indépendamment des rythmes qui permettent au peuple localement de pouvoir se saisir de la démocratie. Quelle est la leçon que l'on tire de ce qui s'est passé en Irak ?
Les États-Unis sont intervenus à maintes reprises en Irak, ont détruit totalement l'État irakien. Et c'est ainsi qu'on a fait le terreau du développement de Daesh, de ce monstre-là. Alors attention, nos interventions en bombardement aveugle, on sait pertinemment que c'est aussi sur ce terreau-là qu'un mouvement comme Daesh se développe. Donc il faut avoir résolument un engagement en faveur de la paix. Et un engagement en faveur de la paix, ça veut dire qu'on intervient dans le cadre de l'ONU. Ça veut dire que l'on met les moyens sur la diplomatie et qu'on assume, oui, de discuter avec tout le monde, y compris avec les dictateurs sanguinaires. Parce qu'à un moment donné, ce que l'on veut, c'est aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir un cadre de paix qui puisse se construire dans l'intérêt des populations. Et donc, prenons conscience que c'est justement ces politiques américaines, c'est aussi dans le cadre de l'OTAN dont il faudrait enfin que la France sorte, eh bien, que nous sommes responsables de toutes ces déstabilisations et qu'en plus, par-dessus le marché, pourquoi Poutine ne déstabilise pas l'Ukraine ? nos politiques de libre-échange qui ont sans cesse, par soi-disant des politiques en faveur du développement, mais à crédit, en imposant des réformes structurelles, ont fragilisé l'ensemble des pays d'Afrique. Nous portons une grande responsabilité sur le désordre du monde et il y a une rupture radicale à faire avec ces politiques internationales. Ça, c'est important. Excusez-moi, plusieurs choses. D'abord, Nicolas Bay, vous devez être très content. Allez, Nicolas Bay. Allez, c'est dit. Nicolas Bay, vous devez être content, j'imagine, au Front National, de ce rapprochement avec la Russie. Il y a un virage à 360 degrés du Parti socialiste, puisque Laurent Fabius, dans sa politique en Syrie, n'a eu de cesse de soutenir les factions, y compris islamistes, contre Bachar el-Assad. Enfin, le réalisme politique émerge, et je m'en réjouis. Sur la question des multicondamnés, tous les terroristes qui ont frappé sur notre Mais moi, je voulais rester, pardonnez-moi, sur la politique étrangère de la France, parce qu'on doit avancer. On n'a plus que 3-4 minutes sur la politique étrangère de la France, sur l'inflexion de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ni. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'organisation de l'État islamique avec une large coalition avec la Russie, notamment. Vous applaudissez des deux mains et vous dites je soutiens cette politique-là, je soutiens cette inflexion. Ça me paraît être pragmatique. En effet, tout le monde est conscient que le régime de Bachar el-Assad est très critiquable, mais aujourd'hui, c'est le seul rempart efficace sur le terrain contre l'expansion de Daesh. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'action internationale, ça ne consiste pas seulement à frapper Daesh, ça consiste à frapper tous les groupes islamistes, terroristes, toutes les factions qui sont sur le terrain, comme le Front Al-Nosra par exemple, et ça consiste aussi à en tirer des conséquences sur notre politique internationale. Quid de nos relations avec les États du Golfe qui soutiennent ou financent directement ou indirectement les factions islamistes? Quid également de nos relations avec la Turquie, dont on s'est aperçu qu'elle laissait Daesh massacrer les Kurdes. Et qu'elle attaque la gauche, et qu'elle attaque le HDP, et qu'elle attaque il faut avoir les une Kurdes. cohérence complète dans notre politique, et puis je crois qu'il faut aller... On ne peut pas rester au milieu du gué. Le Parti socialiste nous dit quoi aujourd'hui? Il nous dit, maintenant on va rétablir des relations diplomatiques et un partenariat militaire avec la Russie pour combattre Daesh. Mais en réalité, il faut aller... c'est pas à la hauteur de la France de se servir d'un intermédiaire dans sa politique diplomatique ou militaire. À ce moment-là, il faut aller au bout de la démarche et rétablir un partenariat politique, diplomatique et militaire avec le régime de Damas. Brigitte Kuster, c'est ce que voulait aussi Nicolas Sarkozy, ce rapprochement avec Vladimir Poutine. On l'a vu il n'y a pas très longtemps à Moscou, il a rencontré le président russe. Au début de mon propos tout à l'heure, lorsque je vous parlais d'un revirement de François Hollande sur la politique internationale. Et donc c'est pour ça que, en effet, nous le saluons. Il faut être réaliste et que de deux pires ennemis, eh bien, prenons le moindre et discutons les uns avec les autres. Moi, je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose qui me choque profondément. C'est que nous avons à l'heure actuelle un ministre de la Défense qui devrait être à 100% ministre de la Défense. La situation est d'une gravité totale. Et qu'avons-nous? Un ministre de la Défense qui est candidat aux élections régionales en Bretagne. Très sincèrement, ça me choque. Et donc, je tiens à le dire ici, vraiment solennellement, ça n'est pas possible en France que l'on continue à faire de la politique de cette manière-là, c'est-à-dire de la politique à l'ancienne, où pour faire plaisir à un ministre, on lui donne une... Non, excusez-moi, c'était un engagement. Monsieur, je ne sais plus, Reb Salem a été éjecté du gouvernement puisqu'il ne pouvait pas être les deux, mais pour le ministre de la Défense, on fait une exception. Trouvez-vous normal que le ministre de la Défense soit en ce moment candidat aux élections régionales? Non, la réponse est non. La réponse est non. Non, je regrette. On doit être à 100%. Je ne crois pas que là, il est à 15%.
Quimperlé pendant qu'il y a les bombardements en Syrie. Et ce qui se passe en effet sur le franchement, ça me paraît revirement, pas à l'échelle des nous enjeux, avons là. perdu au niveau européen aussi une écoute et une capacité parce que la France a perdu son rôle au sein de l'Union européenne. Et si nous avions été plus forts, comme l'avait été en l'occurrence Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était capable d'entraîner et d'être sur une politique internationale où il y avait une lisibilité en effet européenne. Ah oui, la Libye, on s'en souvient. Ah, la Libye. La Libye, stop, un mot. Brigitte Kuster, la Libye, franchement, aujourd'hui, avec du recul, quand vous voyez ce qui se passe, le chaos libyen, je peux vous poser la même question, Philippe Doucet, parce que le Parti socialiste a voté pour l'intervention en Libye, mais vous vous dites quand même, ça a été impulsé par Nicolas Sarkozy, vous vous dites quand même franchement... Quelle erreur. Quelle erreur. Est-ce que vous le dites aujourd'hui? Est-ce que vous avez... Avoir tué Kadhafi n'était pas une erreur, excusez-moi. Oui, mais je termine ma phrase. C'est la charia qui s'applique. Allez, Brigitte Kuster, elle termine. Et que par la c'était suite, une erreur? au moment où nous sommes, où Nicolas Sarkozy est parti, où tout le monde a un rôle aurait dû plus préparer, comme lorsque, excusez-moi, le gouvernement actuel... Le chaos au lieu de la paix. Allez, c'est la fin de ce débat. On accueille tout de suite Karim Yeri, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi, même si le buzz, c'est vraiment pas le mot de la soirée. On va reparler évidemment des attentats de Paris et de ce qu'on peut retrouver en une des réseaux sociaux. Voilà, je crois que c'est plus juste de dire ainsi les choses. Bonsoir Karim. Les hommages, Karima, qui continuent et ces dernières heures, certains ont retenu l'attention des internautes. Voire les ont émus. Alors il y a une vidéo qui fait un petit peu le buzz. C'est une séquence tournée par les journalistes du Petit Journal de Canal+. Une séquence où on voit un père tenter de rassurer son fils. Ils sont venus tous deux rendre hommage aux victimes de ces terribles attentats. Je vous propose de découvrir un petit extrait de cette vidéo qui est même sous-titrée en anglais. Ils nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs ça fait rien, c'est pour. Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Oui. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. Alors ça va un petit peu mieux pour ce petit. Alors hier, on avait évoqué la difficulté d'en parler aux enfants. C'est vrai que les professeurs ont fait un travail assez remarquable. On en a parlé déjà hier. Il y a une autre séquence qui est très partagée sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, elle a été tournée par la chaîne BFM. Cette dame de 77 ans a été invitée à s'exprimer sur ces attentats. Elle était elle aussi venue se recueillir. On va l'écouter ensemble si la vidéo fonctionne. Des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête, parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant au nom d'Allah. Alors cette séquence, eh bien... Beaucoup ont considéré qu'elle exprimait ce qu'ils pensaient et sur les réseaux sociaux. On a même vu fleurir un hashtag, c'est un jeu de mots assez facile, des fleurs pour Daniel. Certains ont demandé à ce qu'on envoie des fleurs, qu'on retrouve la trace de cette dame. Et finalement, ils y sont arrivés, à l'initiative notamment de cet internaute qui a tout fait pour retrouver la trace de cette femme. Le site de 20 minutes s'arrête un instant sur elle. Il fait même son portrait. Il explique que c'est une ancienne avocate militante pour le droit des femmes de la première heure et une célèbre marque de fleuriste lui a fait parvenir des fleurs. Alors c'est une histoire plutôt sympathique qui donne un peu de chaleur parce que évidemment les temps sont durs et la douleur est encore dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Et puis il y a aussi des humoristes, Eric et Ramzy, qui ont fait plutôt partagé une vidéo. C'est extrait d'un film qu'ils avaient tourné il y a quelques années et justement cette séquence était du côté du Carillon, cet endroit qui a été très durement frappé par ces attentats. Ils écrivent sur leur page Facebook un message tout simple qui a un petit peu la tonalité de ce qu'on a vu ces derniers temps. Nous, on va continuer d'essayer de vous faire marrer, vous allez essayer de vous marrer. C'est tout ce qu'on sait faire, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Continuer à rire, continuer à vivre.
On a également fait apparaître le slogan « Tous au bistrot ». Alors, Tous au bistrot, c'est un slogan qui est apparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On a beaucoup vu hier Occupy Terrasse. C'était beaucoup de franciliens, de Parisiens qui expliquaient qu'il fallait se battre. Et une façon de se battre, c'était de continuer à aller occuper des terrasses, trinquer, boire, rire avec ses amis. Et il y a ce nouveau slogan Tous au bistrot à l'initiative d'un groupe anonyme de restaurateurs qui a décidé d'organiser une soirée spéciale ce mardi avec une minute de silence à 21h. Largement relayé par le guide Le Fooding, qui explique qu'il faut se battre pour empêcher que la France ne cède à la peur. Alors évidemment, en filigrane, il y a aussi cette inquiétude relayée sur le site du Monde. Paris craint d'être vidé de ses touristes parce que, au-delà du traumatisme que ça a pu avoir sur les Parisiens et sur les Français, évidemment, ça a un retentissement international. Et évidemment, même s'il faut la combattre, la peur, elle est quand même dans les esprits. Dans les classes de lycée, de collège, il y a quelque chose qui semble différent par rapport aux attentats de janvier dernier. Alors c'est ce que souligne un certain nombre de professeurs, notamment sur le site du Huffington Post. On a un blog signé Marie-Sandrine Lamoureux qui avait publié un livre au lendemain des attentats de Charlie Hebdo qui s'appelait « Je ne capitule pas ». Alors elle raconte que sa classe, qui est un petit peu plus vieille, elle enseigne la littérature. En janvier 2015, ils étaient en première littéraire. Cette fois-ci, ils sont en terminale, mais ce n'est pas seulement ça qui a changé. Elle explique que leur sens critique s'est aiguisé. Et puis ceux qui expliquaient, ils étaient minoritaires, mais il y en avait, que les dessinateurs l'avaient mérité, aujourd'hui n'ont plus du tout ce même discours, parce qu'évidemment, c'est tout un chacun qui est frappé, c'est leurs amis, c'est leurs proches. Et elle souligne aussi qu'ils se laissent beaucoup moins aller à la rumeur, à relayer ces rumeurs, à relayer ces thèses du complot. Lorsqu'ils sont face aux médias, ils s'en est aperçu lorsqu'elle a discuté avec eux, eh bien, ils ont cette capacité à trier, à faire attention à ce qu'ils relaient comme information. Et puis du côté de Slate, c'est un autre témoignage d'une prof, mais cette fois-ci de 4e. Pour elle, cette fois-ci, le clivage n'a pas eu lieu. Elle finit avec cette phrase assez jolie, « J'ai pris soin de mes élèves ont pris soin de moi ». Merci beaucoup, merci Karim pour cette chronique. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de l'édition spéciale sur France 24.